Cela fait un peu plus d'un an maintenant que le Togo s'est lancé véritablement dans le processus de décentralisation avec l'organisation des élections municipales. Aujourd'hui, les 117 communes du Togo sont gérées par des maires élus. La gouvernance locale est en marche. Mais on a l'impression que dans plusieurs communes, il y a des difficultés, il y a quelques couacs. Alors, gouvernance locale, dur apprentissage, eh bien, c'est la question que j'aborde ce soir avec mon invité Pascal Edo Agbové. Bonsoir Pascal Agbové. Bonsoir cher ami Samuel et bonsoir à nos chers spectateurs et spectatrices. Vous êtes expert en décentralisation et directeur exécutif de l'ONG IJD, entendez Initiative des Jeunes pour le Développement. Pascal Agbové, je le disais donc, ce processus a été enclenché, ça fait un peu plus d'un an maintenant. Aujourd'hui, en tant qu'expert en décentralisation, quand vous faites un tour d'horizon un an après, est-ce que l'expert est satisfait? Non, pas du tout. C'est vrai qu'il y a eu des avancées enregistrées dans certaines communes, mais notre déception est grande par rapport aux résultats que nous constatons sur le terrain. Vous savez, avant l'organisation des élections locales, nous avons dit que le Togo pourrait mieux réussir sa politique de décentralisation, étant donné que nous sommes pratiquement les derniers au niveau de la sous-région. Alors, si on a la volonté de bien faire quelque chose et que d'autres ont déjà essayé et qui sont à côté de nous, nous devons quand même apprendre, nous devons quand même nous préparer. C'est vrai que avant les élections de 2019, il y a eu plusieurs années, parce qu'on n'a pas organisé, donc depuis 30 ans après, avant l'organisation des élections locales de 2019, c'est vrai que les candidats n'étaient pas préparés. Oui. Mais s'il y avait la volonté, juste après leurs élections, on aurait pu quand même régler certaines choses. Parce que nous étions à côté d'eux, nous ne cessons de rappeler la nécessité de vraiment faire en sorte que la chose marche. Nous sommes toujours sur la plateforme, nous essayons d'insister sur certaines choses à faire. Mais nous avons constaté que la volonté n'est pas d'ordre général. La volonté n'est pas d'ordre général de bien faire. Il y en a certains qui ont la volonté de bien faire, d'autres, ils sont là juste pour jouir des privilèges liés à leur fonction, et ce qui fait que les choses ne bougent pas. Et donc, nous sommes déçus de cette façon de gérer nos communes par certaines de nos autorités locales. Je dis, je ne généralise pas, mais quand même, notre décision est grande. Parce que dans certaines communes, des choses bougent, les lignes bougent, mais dans d'autres, vraiment, je ne sais pas comment le qualifier, mais il y a un peu de désordre, il y a un peu de raté. Et ça, le grand perdant, c'est la population, malheureusement. Parce que cette décentralisation intervient dans un contexte où l'État était conscient qu'il ne pouvait pas répondre à toute la demande sociale, donc il fallait trouver une nouvelle façon de gérer les affaires publiques de manière à ce qu'on puisse répondre efficacement aux besoins des populations à la base. Donc c'est ça qui a quand même poussé les autorités à peut-être à rendre effective cette politique de décentralisation conformément à la Constitution. Donc, nos compatriotes qui sont les élus locaux aujourd'hui, qui sont maires adjoints et autres conseillers, qui sont à la tête de nos communes, vraiment, nous tenons vraiment à les remercier d'avoir manifesté cette volonté de prendre le devant de la gestion des affaires locales. Mais nous, une fois encore, nous leur disons qu'ils ont encore beaucoup de choses à faire. Parce que on n'est pas élu local juste pour la forme. On n'est pas élu local juste pour jouir des avantages et des privilèges liés à ce statut-là. Mais on est élu local parce qu'on s'est engagé à prendre le dessein des populations de sa collectivité territoriale, de sa commune. Donc, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui doivent comprendre qu'ils doivent quand même laisser tomber les intérêts individuels au profit de l'intérêt général. Voilà. Lorsque vous parlez de déception aujourd'hui, est-ce que votre déception est simplement au niveau de la gestion que font les élus, les maires, les adjoints, les conseillers, ou bien même de la délégation de pouvoir du côté des autorités? Bon, les responsabilités sont partagées, mais je dis que les élus sont les premiers responsables. Pourquoi je le dis? Vous savez, la décentralisation est une nouvelle façon de gérer les affaires publiques. Et donc, ceux qui ont pris la commande des communes n'étaient pas préparés. Donc, c'est une logique que le pouvoir central ne leur cède pas tout en même temps. Puisque même, il y a l'article 63 de la loi qui dit que l'État fera la décentralisation de manière selon le principe de progressivité. Donc, il y a ce principe-là. Donc, c'est à eux de rassurer le pouvoir public que nous sommes capables de faire quelque chose de bien.
Parce que quand on voit même le peu de ressources qu'ils ont à leur disposition, la manière dont ces ressources sont gérées, ça n'inspire pas confiance. Voilà. De l'autre côté, au niveau étatique, il y a des efforts à faire pour permettre quand même aux élus locaux d'avoir, pour permettre que le transfert de compétences soit vraiment effectif, pour faire en sorte que les ressources prévues par les thèses soient allouées aux collectivités. Il faudrait qu'au niveau central, les responsables, les autorités au niveau central soient formés pour comprendre cette nouvelle façon de gérer les affaires en collaboration avec les élus locaux. Je crois qu'il y a encore d'autres tests que l'autorité, le ministère en charge de la décentralisation devait prendre pour permettre l'application de certaines dispositions de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales. Donc je me dis qu'au niveau central, il y a des efforts à faire, mais le premier responsable, c'est l'élu local. Ce sont les maires qui doivent quand même s'organiser. Parce que la mission qu'on leur a confiée, la mission d'abord n'est pas encore maîtrisée par certains jusqu'à ce jour. Moi, j'étais, il y a cela, la semaine dernière, j'ai organisé une session de formation où certains maires adjoints même étaient là. Certains m'ont dit qu'ils ont fait déjà 5 sessions de formation dans leur commune, mais ils n'ont pas atteint le niveau de compréhension qu'ils avaient au cours d'une demi-journée de formation que j'avais organisée pour eux. Donc, c'est pour dire que des efforts se font sur le terrain, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il faut d'abord comprendre la mission qu'on vous a confiée. Et il faut savoir comment conduire cette mission, savoir comment mobiliser les ressources pour conduire cette mission, qui associer pour accomplir convenablement cette mission. Et cela demande à ce que des documents stratégiques soient élaborés, que des procédures soient instituées pour inspirer confiance, que le personnel soit bien formé, que le mécanisme de partenariat entre les élus et les autres acteurs soit établi. Il faut créer les conditions d'appropriation de la politique de développement local pour qu'il y ait une participation citoyenne à l'action publique locale pour que les choses marchent. Donc, ce n'est pas de la magie. Nous avons eu à rappeler cela à certains élus locaux pour que des efforts soient consentis dans ce sens-là. Mais nous avons constaté que, malheureusement, pour certains élus locaux, ils ne sont pas dans cette dynamique. Des gens sont pressés, des gens veulent s'enrichir en une année en même temps. Ce n'est pas possible, Samuel. On va toucher un certain nombre de cas tout de suite, mais est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'à la décharge de la plupart des élus, c'est vrai qu'ils ont été élus en 2019, mais ils ont commencé véritablement par être installés vers la fin d'année, et puis ils sont rentrés patatras dans un contexte de pandémie qui les oblige un peu à réorienter leurs priorités aujourd'hui. Donc on ne peut pas, dans ce contexte, sentir leur action sur le terrain. Non, oui, c'est un fait, mais ce n'est pas un alibi, ce n'est pas une raison pour ne pas vraiment bien faire les choses. Ils sont en activité, en pleine activité. S'ils sont en activité, c'est qu'ils ont l'espace, ils ont les moyens d'agir. Il faudrait que ces moyens soient bien utilisés. Donc, si vous voyez les moyens vous voyez la manière dont les moyens dispositifs sont utilisés et pour quelle cause, point d'interrogation, vous sentez tout ce qu'il n'y a pas la volonté de bien faire. Si on me disait qu'il n'avait pas de moyens du tout pour gérer les affaires locales, je comprendrais. Mais s'il y a peu de moyens qu'on doit utiliser pour atteindre certains résultats, pour obtenir certains résultats, et que les gens font les choses autrement, je me dis que ce n'est pas une raison. Quand vous parlez tout à l'heure de ces maires qui ont envie de s'enrichir très rapidement, vous évoquez quel cas par exemple? Vous avez des situations où vous avez été, comment dire, étonné de voir des maires se salir dans un certain nombre de dossiers? Oui, ce que je voudrais dire à ce niveau, vous savez que les ressources, ils n'auront pas toujours toutes les ressources pour accomplir convenablement leur mission. Donc, quand on a des ressources, un certain nombre de ressources, il faut gérer ça de manière rationnelle. Donc, il faut accorder la priorité. Il faut savoir comment conduire la démarche de développement local. Donc, quand vous êtes installé, vous devez savoir où commencer et où terminer. Si vous ne respectez pas la démarche et que vous anticipez les choses, vous sautez sur des choses, vous engagez des dépenses qui ne doivent pas être engagées et qui ne sont pas vraiment profitables à vos citoyens, on dirait que vous gérez mal. Je voudrais prendre un cas très précis qui a fait l'actualité ces derniers moments. C'est le cas de la commune d'Agouenivé 4, c'est à Togblekopé. On a vu le maire de cette commune
un peu en froid avec son conseil. Il y a même eu un vote de destitution. Sur l'affaire elle-même, tout est parti d'une affaire de tickets. Donc, 2 tickets se sont retrouvés sur le marché. Le second dit sécurisé qui avait été émis par les services du maire. Comment vous avez observé cette affaire avant même de venir sur le débat, sur la procédure et tout? Le conseil dit n'avoir pas été avisé. Pour vous, il y a manifestement un manque de collaboration là-bas? La première question à se poser pour répondre à cette question, c'est de savoir le modèle du premier ticket a été adopté par qui? Je suppose, avant l'entrée en fonction, c'est le ticket qui existait. Je suppose. Existait. Donc, vous supposez. Oui. Je n'ai pas assez d'éléments pour me prononcer sur le dossier, les éléments pour me prononcer sur le fond de ce dossier. Mais tout est question de procédure et de respect des tests. Alors, selon les tests, qui est l'organe chargé de valider le modèle de ticket à vendre dans la commune? Il faut se poser ces questions. Donc, si nous trouvons la réponse, on va essayer de comparer ce qui est fait par rapport à ce qui est prévu par les tests et savoir comment situer les responsabilités. C'est ce qu'il faut faire. Donc, je n'ai pas des éléments sur la main. Je ne peux pas me prononcer vraiment. C'est difficile de me prononcer. Donc, si c'est dit que c'est le conseil qui devait se prononcer sur le modèle de ticket, qui devait valider le modèle de ticket à vendre dans la commune, donc s'il y a le de sécuriser ou bien de modifier le ticket qui est déjà en circulation, le maire aurait bien fait de soumettre cela à l'appréciation du conseil pour qu'un avis soit donné, pour qu'il ne soit pas traité de ce que nous observons aujourd'hui. Donc, nos élus doivent comprendre qu'ils sont en train de gérer la chose publique. Ce n'est pas leur entreprise, leur entreprise personnelle. Et donc, gérer la chose publique suppose qu'on a un minimum de connaissances en matière de procédure, en matière des normes administratives, pour ne pas aller à l'encontre de la loi. Donc, c'est ce que je voudrais quand même rappeler à nos élus locaux. Mais la réponse qui a été apportée par le conseil pour vous, est-ce que ce n'est pas une réponse disproportionnée, destituer le maire en l'absence de celui-ci? Non, mais les tests ont prévu qu'en cas de dysfonctionnement grave de la part du premier responsable, que le conseil a le pouvoir de destituer le maire. Donc, le conseil, selon les tests, a le pouvoir de destituer le maire. Et dans quel cas le maire peut être destitué par le conseil ou bien révoqué par le conseil de ministres, alors tout est prévu dans les tests. Donc, si les faits qui sont reprochés au maire, si sont constitués et que les élus ont des preuves et que le maire reconnaît son erreur, je crois que ça peut faire l'objet de décisions. Maintenant, l'autre question, c'est de voir est-ce que la procédure a été respectée. Donc, c'est autre chose. C'est une question de procédure. C'est très important, c'est une question de procédure. Donc, c'est pour dire que, en tout état de cause, c'est que les élus, ou bien le conseil a le pouvoir. Si les deux tiers, au moins, des membres du conseil municipal décident de destituer le maire, il peut passer par un vote pour le destituer. Voilà. Mais il faut que tout cela se fasse dans une procédure donnée. Ce n'est pas de la pagaille qu'on va installer dans les communes non plus. Je ne sais pas, il n'y a pas de pagaille à mon avis. C'est que les élus se retrouvent en conseil, ils ont leur session, donc ils ont le droit de réfléchir, de délibérer sur toutes les questions engageant la vie de leur collectivité. On parle d'ordre du jour ici, qu'il fallait que le sujet fût inscrit à l'ordre du jour. Bon, écoutez, c'est que je vous explique quelque chose. Laissons le dilatoire de côté. Je pense que dans les normes, les élus, avant de venir, inscrivent un certain nombre de points devant faire l'objet de débats au cours du conseil. La décision en soi n'est qu'une délibération. C'est-à-dire que liée à un point, peut-être inscrit à l'ordre du jour. Donc on ne peut pas, au départ, à mon avis, inscrire, dire qu'aujourd'hui, nous allons destituer le maire. Mais une délibération concernant un point peut entraîner. C'est là, puisque quand ils discutent des points inscrits à l'ordre du jour, à la fin, il faudrait qu'ils prennent des décisions. Bien sûr. Donc, à mon avis, c'est ça. Je dis, pour cet aspect, je n'ai pas cet élément pour apprécier, mais c'est comme ça. Donc, si le point qui a constitué l'objet de décision du maire a été inscrit à l'ordre du jour, et que c'est à la fin qu'ils ont décidé, alors je ne sais pas comment cela a été fait exactement, mais pour moi, cet aspect ne m'intéresse pas. Si le maire, ce qu'on reproche au maire est justifié ou bien n'est pas justifié, il va falloir qu'on respecte la procédure. Le maire peut être rétabli. Le maire peut faire recours. Les textes disent que si le conseil ou bien les deux tiers qui sont réunis pour le destituer n'ont pas respecté les normes ou bien n'ont pas d'arguments solides avant de procéder au vote, le maire peut faire recours pour être rétabli. Si le juge administratif est saisi par l'autorité, le représentant du pouvoir central qui est le préfet, par rapport à ce qui s'est passé, et que le juge vérifie,
parce que le juge, c'est lui seul qui a le pouvoir d'annuler les décisions, ou bien une décision des élus locaux. C'est le juge seul, le juge administratif. Donc, il faudrait que la juridiction compétente soit saisie pour pouvoir se prononcer sur cette affaire-là. Parce que nous sommes au début du processus et nous attendons la décision qui sera prise par la juridiction compétente pour que cela puisse faire l'objet de jurisprudence, c'est-à-dire pour que cela puisse servir de leçon. Voilà. Mais si nous ne respectons pas la procédure, alors nous ne savons pas ce qui va se passer après. Donc, vraiment, cette question est importante à suivre de près, mais nous disons que tout est question de procédure. S'il y a même vice au départ, il va falloir que la procédure continue pour annuler la décision, ou bien confirmer ou bien infirmer la décision prise par les autorités locales. C'est ce qui devait être fait. Vous avez entendu quand même le préfet d'Agoué-Nivé, le colonel Odabalo Awate, qui a un peu semblé retorquer ce qui a été fait par les élus locaux. Oui, vraiment, le préfet que je respecte beaucoup, je pense que le préfet peut-être aurait mieux fait de ne pas faire des déclarations médiatiques à propos de ce sujet. Lui, il a tout le pouvoir de saisir la juridiction compétente s'il estime que la décision, ou bien il estime que la décision prise par les élus locaux ne sont pas en conformité avec la loi. Donc, il aurait mieux fait de saisir la juridiction compétente pour que cette affaire soit tranchée. Il avait ce pouvoir parce qu'il exerce le pouvoir de contrôle de l'égalité. Oui. Mais il n'a pas le pouvoir d'annuler la décision prise par les élus locaux. C'est la seule différence. Il avait le pouvoir de faire des remarques, de faire des observations par rapport à la décision prise par les élus locaux, le conseil municipal, concernant la décision du maire. Mais il ne pouvait pas changer la décision. Il aurait pu juste saisir la juridiction compétente pour que cette affaire soit tranchée. Voilà. Alors, que ce soit cette affaire où ici on sent manifestement qu'il y a entre le maire et les autres conseillers, j'allais dire une mésentente. Il y a également beaucoup d'autres communes dont on entend les échos où pareille situation existe. Sur un certain nombre de dossiers, il y a mésentente. Finalement, c'est cette difficile apprentissage ou appropriation des principes de décentralisation qui se manifestent comme ça? Oui, c'est le manque d'esprit de collaboration qui existe aussi au niveau de plusieurs conseils municipaux. Certains maires n'ont pas la volonté de collaborer. Il y a certains même qui prennent des arrêtés qui cachent à leur propre adjoint. Oui. Donc, et ce n'est pas normal. Il y a certains même qui prennent beaucoup de décisions, ils n'informent même pas, ils ne rendent même pas compte, ils ne donnent pas l'information. J'ai même été saisi, par exemple, du cas d'un maire qui disait à son adjoint, on est dans une commune de 11 conseillers, donc un maire et un adjoint, qui disait à son adjoint que qu'ils ont suivi une formation où il lui a été dit que si lui, il est là, donc l'adjoint n'avait plus besoin d'être là. Non, ce n'est pas normal. Le maire n'a pas raison. Parce que il a les deux formes le bureau exécutif. Vous savez, au niveau de la commune, nous n'avons que deux entités, deux organes de gestion. L'organe délibérant qui est le conseil municipal, composé de l'ensemble des conseillers de la commune, et puis le bureau exécutif qui est composé du maire et de ses adjoints. Donc, en réalité, quand le conseil municipal se réunit pour prendre des décisions, les deux personnes qui sont chargées de mettre en exécution ces décisions, c'est le conseil, c'est le bureau exécutif. Et le bureau exécutif n'est pas seulement constitué du maire. Donc, d'autres articles même de la loi disent que le maire peut transférer certaines de ses compétences. Et c'est tout à fait normal parce qu'il forme l'exécutif. Et donc, quand on forme l'exécutif, c'est que c'est normal que le maire puisse déléguer certains de ses pouvoirs à l'adjoint. Et quand on lit l'esprit de la loi, c'est vrai que tous les pouvoirs sont confiés au maire. Mais l'adjoint se retrouve quand même dans le maire parce que les deux forment l'exécutif. Donc, si c'est les deux qui constituent l'organe, il est important que le maire puisse quand même partager son pouvoir avec son adjoint, mais ses adjoints, pour que le travail marche. Parce que le travail du maire est complexe. Est complexe. Donc, lui seul ne peut pas gérer les affaires de la commune. Parce que les deux doivent se réunir pour prendre certaines décisions. C'est l'organe, c'est le bureau exécutif. Donc, l'adjoint a son rôle à jouer. C'est vrai que le maire a le pouvoir, c'est le premier responsable, mais il est important qu'il collabore avec son adjoint et ses adjoints. Est-ce que dans la plupart des cas, ce n'est pas aussi le fait que ces élus sont d'appartenances politiques différentes qui créent ces frictions parfois? Ce n'est pas totalement évident parce que ce n'est pas absolu. Parce que dans certaines communes, les adjoints sont partis du même parti que du même bord politique que le maire. Donc, je me dis que ce n'est pas absolu. Ce n'est pas évident. La réalité, c'est que certains maires ne veulent pas partager le pouvoir. Or, c'est une gestion collégiale.
c'est une gestion collégiale. Ils sont tous élus. Le maire est élu, l'agent aussi est élu. Bien sûr. Et les deux forment l'exécutif du local. Oui. Donc, c'est eux qui sont chargés de réfléchir pour voir comment traduire dans les faits les grandes décisions prises par le conseil municipal. Donc, si le maire ne collabore pas avec son adjoint, je pense qu'il y a un problème à ce niveau. Alors, oui. Alors, donc, vous estimez, par exemple, que cette première année de gestion est un peu mitigée. Comment on peut rectifier le tir? Les conseillers municipaux, les maires, les adjoints, comment ils peuvent rectifier le tir? Puisqu'ils ont jusqu'en 2025, si je ne m'abuse. Bon, d'abord, il faudrait qu'ils prennent conscience parce qu'ils seront évalués. S'ils ne comprennent, s'ils ne savent pas cela, je tiens à leur dire cela. Il y aura une première évaluation, donc ils seront évalués. Eux seuls ne pourront. Il faudrait qu'il y ait une pression sur eux. Il faudrait qu'il y ait une forte participation citoyenne. Il faudrait que les habitants de la commune s'organisent pour vraiment suivre l'action des élus locaux et leur demander le compte conformément à la loi. La loi exige à ce que les élus locaux rendent compte périodiquement de leur gestion aux habitants de leur commune, ou bien de leur collectivité. Donc c'est très important que les citoyens comprennent qu'ils ont leur droit de regard sur la gestion qui est faite de leur commune. C'est un élément important. Il faudrait que l'État joue un rôle important. Il faudrait que l'État puisse suivre la gestion des élus et mettre en place le mécanisme d'évaluation. Parce que l'État risque de perdre. Si l'État a décidé de transférer les compétences, certaines de ses compétences aux collectivités territoriales, c'est pour que ces collectivités puissent l'aider. Donc ceux qui sont élus pour gérer ces collectivités doivent comprendre que l'État attend des résultats. Et donc si les résultats sont mitigés, c'est comme si c'est une perte pour l'État. Donc l'État doit tout faire pour mettre un mécanisme de suivi, d'évaluation des actions des élus. Je ne dis pas que l'État doit leur dicter des actions à mener, mais l'État doit surpouvoir. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour formuler ce vœu-là. On a fait ce plaidoyer à l'endroit du gouvernement, que le comité de suivi de la décentralisation prévu par les tests soit mis en place. La loi a prévu. C'est ça traîne, je ne sais pas. J'ai essayé de connaître certaines autorités pour leur dire il est important pour nous de mettre en place le comité de suivi de la décentralisation, qui sera composé d'un certain nombre d'acteurs, pour suivre et évaluer ce qui se fait sur le terrain. Autre chose, il faudrait que le ministère en charge de la décentralisation prenne l'arrêté devant permettre aux collectivités, aux communes, de mettre en place ce que nous appelons le bureau du citoyen. C'est très important. C'est une autre institution qui est installée dans la commune à part la mairie. Et cette institution c'est une institution qui travaille avec les citoyens de la commune. Il y a un personnel là-bas qui travaille avec les habitants. Les habitants peuvent saisir les élus. Ils peuvent, à travers cette institution, ils peuvent soumettre leurs doléances. S'ils ont des préoccupations, ils peuvent aller au niveau de cette institution pour exprimer leurs doléances, leurs préoccupations. Et ces informations sont renvoyées aux élus, pour étude. Donc, si les citoyens ne participent pas à la gestion des affaires locales, alors les élus ne pourront pas avoir de bons résultats. Donc, si nous prenons conscience de la chose pour dire que l'État a institué a rendu effective la décentralisation pour que nous puissions l'aider dans sa politique de développement du territoire et que nous avons l'obligation de produire des résultats, je pense que le travail sera facile et va évoluer pour être bénéfique aux habitants de la commune. Alors on parle ici beaucoup des habitants de la commune, donc la participation citoyenne que vous évoquiez tantôt, vous n'avez pas aussi comme l'impression que ça n'intéresse pas grand monde Non, vous savez, jusqu'alors, les citoyens n'ont pas vraiment compris. Je vous explique terre à terre. Dans le cadre de la décentralisation, en réalité, le premier pouvoir est confié aux habitants de la commune. C'est la commune qui jouit d'une personnalité morale. C'est l'entité. Oui. C'est notre commune. C'est comme une ONG, comme une église. C'est une entité. Et nous qui sommes sur le territoire communal, dans la commune, c'est nous qui sommes les membres de la collectivité. C'est nous qui avons dit, comme l'État nous a demandé de gérer nos propres affaires, de nous occuper de certains problèmes de la commune nous concernant, nous allons choisir nos conseillers. Ceux qui vont être devant nous pour nous donner des directives, nous conseiller, pour que nous puissions faire notre propre développement. Donc, en réalité, les biens de la commune appartiennent aux habitants de la commune. Je reprécise encore, les biens de la commune appartiennent aux habitants de la commune. Ceux que nous avons élus, que nous appelons aujourd'hui conseillers ou bien maires, ils sont nos mandataires. Ils doivent gérer, ils doivent nous rendre compte.
D'abord, pour mener leur politique de développement, ils doivent nous écouter, ils doivent demander notre avis. Et quand ils gèrent les affaires, ils doivent nous rendre compte. Une fois que les citoyens ne vont pas comprendre cela, je crois qu'il y a ce risque-là d'abuser, de faire la mauvaise gestion des affaires locales. Voilà. Pascal Edo Agbové, nous sommes à la fin de cet entretien. Merci à vous d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes expert en décentralisation et directeur exécutif de l'ONG IJD. Voilà qui nous mène à la pause. On va partir pour suivre ensemble le journal et puis ce sera un regard croisé après.